On repart à zéro. Effectivement, je sens toute la pression qui s'est exercée sur, non pas moi, mais le nom de Montesquieu depuis le début du colloque. Point d'orgue, a-t-on dit, mais je pense que justement, je vais essayer de boucler la boucle et de remonter à ce qui nous préoccupe depuis le début. Et en fait, mon changement de paradigme consistera d'abord, mon plan consistera de manière un petit peu contraire aux usages, je l'accorde, mais après tout, on est à la fin du colloque, on peut peut-être se le permettre. Je commencerai par parler de la tradition critique, et puis je viendrai à Montesquieu lui-même, alors que j'aurais pu commencer par vous parler de Montesquieu et vous dire ce qu'on pouvait en penser. Non, cela ne viendra que dans un deuxième temps. Et enfin, je remonterai aux sources antiques et modernes. Voilà, il faut bien boucler la boucle. Donc, si j'arrive à trouver la flèche, voilà. Voilà. Alors, justement, je vais aller... Voilà, c'est par là que je voudrais commencer. Par Pierre Bourdieu, donc pour commencer par la tradition critique, le Nord et le Midi, contribution à une analyse de l'effet Montesquieu, dont nous sommes manifestement tous victimes, puisque le cas paradigmatique de la théorie des climats, notons les guillemets, s'il vous plaît, ce sera important. La logique de l'effet Montesquieu, eh bien, c'est que Montesquieu, finalement, a créé un effet, nous dirions vulgairement d'esbrouf, pratiquant un vocabulaire scientifique, mais plutôt pseudo-scientifique, fondé rhétorique, cohérence apparente de la rhétorique de la scientificité, fondée en partie sur l'emprunt à des sciences plus avancées, et cohérence profonde de la logique mythique, ce qui est une autre manière de dire que Montesquieu peut ainsi donner place à tous ces fantasmes au nom d'une pseudo-science et d'un vocabulaire évidemment extrêmement prétentieux, mais qui ne recouvre aucune science réelle. Donc voilà ce que Bourdieu peut établir, lui qui connaît très certainement la science du XVIIIe siècle et tout ce sur quoi repose la rhétorique scientifique ou pseudo-scientifique de Montesquieu. Et un autre aspect, donc, c'est coexistence de deux principes entremêlés de cohérence, signe extérieur de scientificité, et cohérence cachée, mythique dans son principe, donc ces fantasmes. Et donc, cela, c'est 1980. Si je remonte un petit peu, c'est là, finalement, je ne trouve pas grand-chose de différent dans un des premiers textes critiques, entre guillemets, à propos de l'Esprit des lois, qui est paru en 1748, mais diffusé réellement à partir de 1749. Eh bien, voilà, vous avez une critique, ce sont des vers de Mirliton. La Villa Kérylos a vu beaucoup de choses, je ne sais pas si elle avait déjà vu des vers de Mirliton. Eh bien, voilà, finalement, l'essentiel de la critique ainsi formulée, et il me semble que cela résume assez bien les 31 livres de l'Esprit des lois. Et que faut-il retenir en particulier? Deuxième colonne, ainsi, sans un grand appareil, on peut, dans le siècle où nous sommes, par les seuls degrés du soleil, calculer la valeur des hommes. Sur ce point seul, législateur, établissez bien vos maximes, dirigez les lois et les mœurs, distinguez les vertus des crimes, sur l'air, réglez vos sentiments. Un pays devient despotique, républicain ou monarchique par la force des éléments. La liberté n'est qu'un vain titre, le culte un pur consentement, et le climat seul est l'arbitre des dieux et du gouvernement. Eh bien, il me semble que dans cet arc tendu entre Bourdieu et Bonneval, de 1980 à 1749, est contenu tout le malentendu, toute une approche critique qui réduit la théorie des climats à un déterminisme qui est en fait absolument opposé à la pensée de Montesquieu. Par exemple, le simple fait que la liberté est évidemment ce qui est réduit par le déterminisme. Or, la pensée de Montesquieu est d'abord et avant tout animée par la revendication de la liberté. Et lui-même a protesté
contre cette réduction de sa pensée qui était faite. C'est un manuscrit que j'ai tiré du fond de la Brède, à l'égard, ça se lit assez facilement, à l'égard des objections que l'on m'a faites sur le climat, elles sont assez puériles. Il semble que j'ai inventé le climat et que je viens d'apprendre aux hommes, messieurs, il fait grand froid en Norvège, peut-être que vous préférez l'avoir transcrit, il fait très grand froid en Norvège et en Italie très chaud. Remarquez que les Allemands boivent beaucoup de vin du Rhin et les Espagnols très peu de leur vin de Perle. Donc, évidemment, c'est absolument insupportable pour lui d'être lu de la sorte, et il réaffirme ce qu'a été véritablement son objet de toute l'analyse qu'il a faite du climat et des hommes. Ce que j'en ai conclu, c'est que ceux qui donnent des lois aux nations du monde doivent les donner assortissantes à ses mœurs et à ses caractères. Voilà sans doute quelque chose que n'aurait pas renié Baudin. Mais ainsi, il proteste parce qu'on lui attribue une banalité qui a été formulée, après tout, beaucoup mieux que par lui, par Boileau. Des siècles, des pays étudiés les mœurs, les climats font souvent les diverses humeurs. Autrement dit, et dans la démarche critique, on a une position généralement contradictoire. On déclare que Montesquieu n'a rien inventé parce qu'il a tout copié sur Aristote, Hippocrate, Baudin, et on lui reproche en même temps d'avoir poussé l'argumentation jusqu'à l'absurde au nom d'un déterminisme qui relève purement et simplement d'une systématique. Et ce que je voudrais montrer maintenant, dans une deuxième partie, c'est que parler de la théorie des climats correspond en fait, par ce seul énoncé, à une disqualification et à une déformation de la pensée de Montesquieu. En effet, il me semble que je ne devrais pas avoir l'ambition de présenter la totalité, de résumer la pensée de Montesquieu dans les 5 points qui sont ici, mais disons que ce sont plutôt, ce que je fournis, ce sont des points de complication. Pourquoi la pensée de Montesquieu ne se réduit pas, ne peut se réduire à une théorie des climats? D'abord, ça c'est un point évidemment que je développerai, c'est que Montesquieu unit des perspectives, la perspective géographique dont on a vu que, notamment hier avec Didier Marcotte, comment on pouvait y arriver, une géographie physique et humaine, en fait, doit être unie à une perspective médicale. C'est essentiellement dans le développement de l'analyse médicale que se place l'originalité de Montesquieu. Mais cela doit être replacé dans une démarche plus importante, et là, finalement, c'est aussi parce que je ne connais pas assez bien Baudin, et heureusement, M. Séard a attiré mon attention là-dessus, c'est que la pensée des climats ne peut être interprétée comme une grande tentative de simplification, mais aussi comme une tentative pour introduire la diversité et la variation. Montesquieu développe l'articulation physique-morale, c'est là-dessus que repose en grande partie la théorie des climats, mais aussi l'articulation individu-société. Dans quelle mesure un individu participe-t-il d'un mouvement plus général? Et quatrième point, c'est l'extension de la notion. Et il me semble que là, il faut voir toutes les implications qui définissent très clairement l'originalité de Montesquieu. À partir du moment où vous dites que le climat peut avoir une influence sur la religion, vous franchissez une limite, vous franchissez un point de non-retour, ce qu'ont très bien vu les théologiens contemporains de Montesquieu. Quand vous dites que le christianisme est très bien pour l'Europe, mais peut-être beaucoup moins bien pour l'Orient, vous comprenez bien que les missionnaires jésuites apprécie moyennement, et que tout théologien persuadé qu'il y a une seule vraie religion ne peut admettre ce type de raisonnement. Quand il est dit également que si les Anglais se suicident en masse quand il y a du vent d'Est, eh bien, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, peu m'importe. Il y a des relevés de l'époque qui expliquent que, par vent d'Est, il y a beaucoup plus de suicides. Cela veut dire que la religion n'a pas le droit d'interdire le suicide et de lui attacher toutes sortes d'infamies. Donc, il y a
une extension du domaine du climat qui va donc du côté du religieux et non plus simplement du côté du moral ou nous dirions aujourd'hui du psychologique ou du politique, comme on a pu le voir avec Bodin, mais également du point de vue juridique. Mais, et c'est là que la critique de l'expression même de théorie du climat se fait le plus jour, c'est que Montesquieu fait du climat une donnée parmi d'autres et une donnée surtout avec laquelle il faut composer. En effet, j'aurais pu vous dire, enfin, j'aurais pu rappeler d'emblée, mais je crois que c'est seulement le moment où il faut le dire, que la première chose que pose Montesquieu, le supposé penseur de la théorie du climat, c'est qu'il définit d'abord les gouvernements, en s'opposant à la tradition aristotélicienne, en déclarant qu'il y a 3 sortes de gouvernements, monarchiques, despotiques, républicains, et qu'on ne peut qualifier le gouvernement non pas en fonction du nombre de gouvernants, mais en fonction du mode de gouvernement. Donc cela, c'est premier. Et il distingue la nature et le principe de ces gouvernements. Par la suite, il introduit la notion de gouvernement modéré. Et c'est seulement au livre 14, l'Esprit des lois en compte 31, c'est seulement au livre 14 qu'il introduit la distinction climatique, l'analyse climatique. Autrement dit, c'est quelque chose qui vient se greffer sur une théorie qui est d'ores et déjà constituée sur le mode politique et auparavant, il aura créé toute une sorte de champ de relations expliquant par exemple que les impôts sont inversement proportionnels à la liberté d'un pays. Donc, sont proportionnels à la liberté dont on jouit. Moins on est libre, moins on paye d'impôts. Voilà. Donc, et c'est seulement après que le climat est évoqué. En effet, donc, Montesquieu apparaît comme un penseur de la complexité et des interactions, justement, entre le climat et l'homme, la société et l'individu, la morale, la politique, le physique et le moral. Et on peut, si l'on veut cerner l'importance de cette notion de climat, on peut rapprocher ces 3 citations. La première, c'est celle sur laquelle, à partir de laquelle on attribue à Montesquieu la théorie des climats. L'empire du climat est le premier de tous les empires. Oui, mais le premier par ordre d'ordre, et non pas par ordre d'importance. C'est celui qui s'impose au corps. Si l'on prend les choses de plus haut, donc si on mesure les interactions, eh bien, il faut absolument passer par la notion d'esprit général, qui est celle qui anime tout l'esprit des lois. Et cet esprit général est constitué d'un ensemble de facteurs. Et c'est pour cela que je dirais plutôt qu'à propos de théorie du climat, il faudrait parler de facteurs climatiques chez Montesquieu. Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat en premier, mais aussi la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières, d'où il se forme un esprit général qui en résulte. Donc c'est une composante parmi beaucoup d'autres, parmi lesquelles nous appellerions ça, on dit parfois la culture d'un pays, il y a des exceptions culturelles, il y a une histoire, il y a des traditions, il y a la religion, il y a les lois et il y a les mœurs et les manières. Et donc, là où aussi se joue la différence, se joue un certain rapprochement avec Bodin, mais qui trouve ses limites, que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat et les bons sont ceux qui s'y sont opposés. C'est pour cela, par exemple, que le bouddhisme, la doctrine de Faux, comme on l'appelle au XVIIIe siècle, est jugée néfaste par Montesquieu parce qu'elle favorise la paresse, la contemplation, qui n'est que trop favorisée par la chaleur du climat asiatique. Et évidemment, le grand problème, c'est l'esclavage. Comment faire, puisque dans certains pays, on ne peut travailler que si on y est obligé par la force. Donc, on pourrait dire que
le climat veut l'esclavage, oui, mais l'esclavage est interdit par nature. Donc, le bon législateur doit être celui qui va interdire l'esclavage, et de toute manière, dira Montesquieu, il n'est pas de travail auquel on ne puisse inciter des hommes libres. Autre exemple, eh bien, où l'on voit que la pensée du climat est beaucoup plus complexe, on va dire qu'il y a des pays qui sont, on sait qu'il y a des pays qui sont inhabités, parce qu'ils sont inhabitables. Eh bien non, dit Montesquieu, ils sont inhabitables parce qu'ils sont inhabités. D'abord, il y a des cas où le pays est presque inhabitable, et c'est pour ça qu'il est habité. Parce que vous avez des peuplades en Sibérie. Pensez bien que personne n'est allé les chercher là-bas. On les laisse où elles sont. De même, la Scandinavie. Jamais personne n'a eu envie de conquérir la Scandinavie. Mais c'est pour cela que la Scandinavie est si riche d'hommes dans une Europe, dans un monde entier, que Montesquieu sent en train de se dépeupler. Bon, on sait que sur le long terme, il a tort. Quand il commence à réfléchir sur la question en 1720, c'est à partir de 1720 que la démographie repart en Europe. Mais quand il commence ses analyses en 1720, il n'a pas tort. La France l'Europe a connu une phase au moins de stagnation. Donc c'est une de ses grandes obsessions. Or, il se trouve que le Nord est riche d'hommes. Pourquoi ? Eh bien, c'est une influence du climat, mais pas celle que l'on pourrait croire. C'est parce que le pays est inhospitalier qu'il est ainsi devenu, alors, puissant, enfin, les nations sont devenues puissantes. Donc, et je pense qu'il y a aussi, et c'est aussi pour ça que je posais la question à M. Séard, il y a un aspect très important aussi de la théorie de Montesquieu, c'est qu'il est particulièrement intéressé par l'action de l'homme sur les milieux. Puisque, donc, quand on parle de climat, en fait, on parle de différentes choses, mais pour Montesquieu, cela ne recouvre nullement la latitude, ou seulement, pardon, la latitude et la longitude, ça recouvre aussi la nature du terrain, cela recouvre la forme du territoire. On n'a pas les mêmes modes de vie dans une île et dans un grand empire. Donc tout cela complique terriblement les choses, mais surtout, donc, l'homme est capable d'agir sur le milieu qui l'entoure. Il est notamment capable il va créer des canaux, il peut même quelquefois détourner des fleuves, il peut vider des mers. Il s'est notamment intéressé à l'épuisement de la mer d'Aral et au détournement, au fait que des fleuves qui alimentaient cette mer ont été détournés pour l'irrigation et se sont perdus dans les sables. Donc l'homme agit sur son milieu. Et c'est un point certainement auquel n'avait pas été assez sensible lorsqu'il parlait de Montesquieu, le grand Lucien Febvre, et il y a toute une démonstration que j'emprunte à Rolando Minuti à ce propos, qui avait été esquissée dès la thèse de Jean Errard et qui n'a certainement pas trouvé l'écho qu'elle méritait. En effet, en ce sens, Montesquieu est assez proche de Buffon et la manière dont il montre que l'homme n'est pas en mauvais français, ne subit pas le climat, mais le modifie les conditions générales de son environnement, cela, il me semble que c'est véritablement quelque chose qu'il faut envisager. Alors, un dernier point pour compléter, donc, puisque j'espère maintenant avoir brouillé toutes les notions que vous aviez sur la théorie du climat chez Montesquieu, ce qui montre aussi l'effet de rupture, c'est que le sens du mot climat, et ça c'est indépendant de Montesquieu, a changé entre le XVIIe, enfin au cours du XVIIIe siècle, et j'ai mis ici, ce sont des dictionnaires, les définitions du dictionnaire de l'Académie. J'ai mis en gras, évidemment c'est moi qui ai mis le gras, pour montrer comment on passe d'une définition qui est géographique, les anciens ne connaissaient que ce climat, on le prend quelquefois
quelquefois indéterminément pour une région, et en 1762, donc il faut compter aussi que les dictionnaires ont toujours du retard, et que, à l'époque où écrit Montesquieu, dans les années 1740, c'est le sens qui est déjà généralisé. Le sens de climat tel qu'il était employé traditionnellement, de toute manière, n'est plus le même. Et donc, j'en viens maintenant à l'étude des sources, et notamment des sources antiques. Mais justement, il n'y a pas que des sources antiques. Il faut voir d'abord que Montesquieu s'oppose à une manière de penser extrêmement répandue de son temps, qui est la théorie des caractères nationaux. Théorie des caractères nationaux qui tente à essentialiser un caractère dominant, voire unique. Chacun sait que le français est léger, l'espagnol est fier, l'allemand lourd et le hollandais lent. Bon, lorsqu'il voyage, Montesquieu ne peut pas s'empêcher de céder aux stéréotypes. Mais, donc, toute son œuvre, évidemment, est construite sur le refus d'une telle caractérisation et donc sur une complexification tout en reconnaissant, évidemment, il ne va pas nier certains caractères sous prétexte qu'ils font partie du stéréotype. Mais dans ce cas, il peut l'expliquer. Il y a une culture, il y a des manières qui font que, eh bien oui, un Espagnol, par orgueil, se comportera de telle ou telle manière. Voilà. Mais cela entre, évidemment, dans tout autre système d'explication. Alors, à tout seigneur, tout honneur, prenons la perspective hippocratique, dans la mesure où on connaît deux extraits, non, même pas un seul, mais deux extraits d'Air au lieu. Et donc, on se dit, mais voilà, tout vient de là. En même temps, on se méfie un petit peu parce que il faut plutôt parler de tradition hippocratique. Au XVIIIe siècle, il y a tellement d'auteurs qui ont parlé d'Hippocrate ou qui l'ont repris que l'emprunt ou l'imitation n'est pas forcément consciente. Mais donc là, nous avons deux extraits qui font partie, qui appartiennent au fonds manuscrit. Mais hélas, les travaux les plus récents, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement sous presse et qui paraîtront dans le tome 17 des œuvres complètes de Montesquieu, tout cela ne va pas dans le bon sens. D'abord parce que j'ai un extrait d'Hippocrate, une traduction en français qui n'est évidemment pas celle des... C'est un extrait qui ne correspond absolument pas aux traductions existantes. Donc on se dit, bon, Montesquieu pouvait user de traduction en latin, mais il n'a aucun intérêt à le faire passer en français. Il baigne dans le latin, donc il n'a pas besoin de le faire passer en français. Est-ce qu'il a demandé à un ami connaissant le grec, de lui traduire ces passages? En plus, c'est de la main d'un secrétaire inconnu de moi. Donc, on ne peut pas... Enfin, il n'y a aucun moyen de l'authentifier. C'est dans le fond de la brède, mais est-ce que c'est de Montesquieu? On l'a donc rejeté en annexe dans notre tome 17. Néanmoins, la raison pour laquelle on ne l'a pas exclu du corpus, c'est que aussi cela porte très précisément sur des passages qui intéressent Montesquieu, notamment l'opposition Europe-Asie, car on a parlé beaucoup de l'opposition entre le Nord et le Sud, les peuples du Nord qui sont pleins de vaillance, de courage et de liberté, et les peuples du Sud. Mais il y a aussi ce qui intéresse évidemment Montesquieu depuis les lettres persanes, c'est l'opposition entre l'Europe et l'Asie. Et d'autre part, dans cet extrait, l'extrait s'intéresse également à l'intrication des facteurs physiques et moraux. Et puis, ça c'est un extrait, donc celui qui fait un peu problème, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et puis on en a un autre qui est de la main d'un secrétaire parfaitement identifié, qui unit des extraits d'Hippocrate, de Galien et de Théophile Bonnet, qui est un médecin du XVIIe siècle. Et pour lequel, d'ailleurs, c'est là que nous avons fait appel
aux lumières de Jean Séard. Et donc, c'est l'édition de Galien, d'après Froben, chez Froben, 1549, l'édition de Cornarius. Tout est identifié, tout est balisé. Voilà, nous tenons notre source. Malheureusement, ce qui me gêne beaucoup, c'est que le secrétaire qui a transcrit cet extrait est un secrétaire qui est intervenu entre 1743 et 1744. Et là, à cette date-là, si on prend le manuscrit de l'Esprit des lois, tout ce qui a rapport au climat est déjà écrit. Et depuis 5 ans, depuis 3-4 ans, et surtout, il y a eu un ouvrage tout à fait développé qui s'appelle « L'essai sur les causes qui peuvent influer sur les esprits et les caractères », où tout est mis en place dans la problématique de l'influence du climat. Donc, cette source idéale, eh bien, malheureusement, elle est trop tardive et je me demande aussi, je pense que c'est peut-être plutôt à titre de vérification que Montesquieu a travaillé là-dessus, à une époque où il croit d'ailleurs qu'il a pratiquement fini l'Esprit des lois. Il pense qu'il en fait une lecture en 1745 et puis là, il remet l'ouvrage sur le métier. Donc en tout cas, c'est trop tardif pour que cela soit véritablement intervenu dans la gestation, mais en tout cas, cela mérite d'être noté. Mais alors, justement, comment traite-t-il ces sources? Eh bien, on a pu penser qu'il a... Alors, donc, je vous ai déjà dit précédemment que la grande nouveauté de Montesquieu, c'est aussi de faire intervenir des théories médicales. Vous connaissez justement au livre 14 la fameuse expérience de la langue de mouton qu'on a beaucoup moquée et qui est en fait tout à fait caractéristique des méthodes scientifiques du temps. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout une espèce d'apprenti qui fait ses gammes à ce moment-là, pas du tout. Il pratique l'analyse telle qu'elle se pratique de son temps. Et il analyse en termes de fibres. Il étudie l'effet du chaud, du froid sur les fibres. De ce fait, on avait cru pouvoir trouver le canal, l'origine, la source, qui aurait été l'anglais Arbuthnot, qu'il avait connu en Angleterre et qui a publié, juste après son départ, mais évidemment, il pouvait bien sûr l'avoir lu, un ouvrage sur les effets de l'air sur les corps humains, publié à Londres en 1733 en anglais. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y avait le mot fibre, et que chez Arbuthnot, il y a la fibre. Ben non. À l'époque, toute la médecine utilise la notion de fibre, comme plus tard on emploie la notion de cellule. Donc, la notion de fibre, les cellules. Les fibres sont plus ou moins molles. Celles des femmes, des enfants et des vieillards sont molles. C'est pour ça que les femmes ont beaucoup de mal à conceptualiser, à apprendre le latin, ou enfin des choses qui demandent des fibres un petit peu solides. Et les peuples du Midi ont également des fibres plus molles. Du coup, ils manquent de courage. Ils manquent de courage en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Et du coup, ils se laissent battre. Ce qui intéresse Montesquieu, ce n'est pas tellement la répartition des facteurs de chaleur, etc. Bon, certes, il l'a fait, mais c'est de voir comment tous ces facteurs jouent et comment cela agit, comment cela passe de l'extérieur à l'intérieur et au cerveau et au cœur, enfin, à ce que nous appelons le cœur. Et pour vous en donner la preuve, je vous ai donné encore l'image, c'est un bout de papier qui traîne dans le fond de la brède, mais c'est tout à fait fondamental parce que c'est une liste de courses, enfin plus exactement une liste d'achats. Il commande à un libraire barrois sur le quai des Augustins, à la ville de Nevers, Duvernay sur l'oreille, Vassalva sur l'oreille, s'intéresse beaucoup à l'oreille, Lankisius sur le cœur, Vesalius, édition de... alors là, il a biffé Londres, et c'est Leyde, Ridley c'est sur le cerveau, Ruysch, l'édition qui est en hollandais et en latin, avec les épîtres. Après, Malpighi, Vereyan, etc. Tout cela, ce sont des livres de médecine. Et donc,
Bon, cela, c'est pour vous en donner la traduction, et c'est parce que j'ai analysé tout ce que j'ai pu trouver comme toutes les factures de libraires que j'ai pu trouver dans le fond. Mais donc, ainsi, ce qui apparaît, c'est que, évidemment, on n'est plus du tout sur le mode du constat, sur le mode même quand Bodin, comme Aristote ou Bodin, travaillait sur la relation entre température ou humidité, évidemment, et le tempérament, on est bien sûr au-delà de ce simple constat. Évidemment, j'ai omis de le dire, mais c'était une évidence, la théorie des humeurs est complètement rejetée. Et donc, ce qui est important, c'est comment s'opère le passage du physique au moral. Et je vous ai mis, pour que je rende à César ce qui est à César, l'excellent article « Climat » de Denis de Casabianca dans le dictionnaire Montesquieu. Donc, ce qui me paraît important aussi, c'est que l'homme, évidemment, il subit le climat, bien sûr, mais il est aussi capable de surmonter les différences de climat. Montesquieu reconnaît, comme cela a été évoqué ce matin, que les Portugais, quand ils sont transférés sous d'autres climats, ne sont plus capables d'avoir la même énergie. Voilà, c'est tout à fait vrai. Mais nous avons aussi un contre-exemple absolument formidable. C'est celui des grandes migrations, qui s'appellent à ce moment-là les grandes invasions, et c'est pourquoi c'est parce que les invasions venues du nord de l'Europe ont importé en Europe une notion absolument inconnue qui était la liberté, puisque jusque-là l'Europe avait été dominée par l'Empire romain. D'où cette citation, qui est une de celles que je préfère de l'Esprit des lois. Donc, le Nord, qui est si riche en hommes, qui est la fabrique des instruments qui brisent les fers forgés au Midi. Donc, parce que, notamment les Francs, pour simplifier du moins les Francs, qui ont fait la France, ont apporté la notion de liberté, ont créé gouverné par un roi, mais un roi qu'il s'empressait de destituer dès qu'il ne donnait plus satisfaction. Et donc, s'est instauré en Angleterre, eh bien, c'est le Parlement qui l'a emporté, et ensuite, c'est un gouvernement aristocratique, le gouvernement aristocratique des Francs, qui a permis donc réellement de s'opposer à la monarchie absolue et donc au despotisme qu'ont connu d'autres pays. C'est là que se forment ces nations vaillantes qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans et les esclaves et apprendre aux hommes que la nature les ayant fait égaux, la raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur. Eh bien, la liberté, qui était portée par les hommes du Nord, ne s'est pas affaiblie. Elle s'est affaiblie dans certains pays. Les Wisigoths, à force de descendre vers le sud, oui, ils ont fini par oublier une certaine forme de liberté, mais les Francs, les Lombards et un certain nombre de peuples venus du Nord, venus de Germanie, ont porté cette grande idée de liberté sur laquelle nous vivons. Et c'est là-dessus que je voulais terminer pour dire qu'une théorie des climats qui aurait fait de Montesquieu le partisan d'un vulgaire déterminisme, eh bien, ce n'est franchement pas, je crois, le fond de sa pensée.